la société Cybernova qui est représentée par Dominique Meurice et Jean-Baptiste Voron. Et le sujet que nous allons aborder, c'est la fourniture de reporting et de KPI sur les solutions de bastion d'administration. C'est à vous, vous avez une petite demi-heure et vous pouvez terminer un petit peu à l'avance si vous voulez une session questions-réponses. D'accord. Eh bien, merci et merci à vous d'être là. Donc le sujet, c'est le problème des comptes à privilèges et l'encadrement de ces comptes à privilèges. Aujourd'hui, ces comptes ont tendance à exploser et ce sont des points extrêmement sensibles. Il y avait une conférence là tout à l'heure sur notamment l'effet Sunburst, l'attaque Sunburst. Une des premières actions sur l'attaque Sunburst, ça a été d'élever les comptes à privilèges pour aller désactiver les EDR et produire le malware. Donc on voit effectivement que c'est la porte d'entrée la plus importante. Le point, c'est que bien souvent, donc, les entreprises utilisent des bastions. Alors, Walix, CyberArk, Ticotic, je ne suis pas là pour faire la publicité sur quelconque des bastions. Et ces bastions ont le mérite de définir un certain nombre de règles, d'enregistrer effectivement les sessions et de permettre d'encadrer l'action des utilisateurs à privilèges. Une des problématiques, c'est que, quel que soit l'outil ou le PAM, le bastion que vous allez utiliser, la capacité de pilotage et de garder l'information aujourd'hui de manière simple, c'est-à-dire qu'est-ce que font mes administrateurs? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux gérer de manière séparée les administrateurs internes ou les administrateurs externes? Typiquement, aujourd'hui, si j'ai un admin interne qui fait du sudo sur un serveur de développement, pourquoi je vais aller polluer du SIEM avec des millions de logs, alors qu'en fait, c'est une action tout à fait légitime? Par contre, si c'est un administrateur externe ou un sous-traitant qui commence à faire ça, et en plus qui va le faire sur des horaires non ouvrés, ça va commencer à m'inquiéter fortement. Et donc, on voit la criticité de certaines informations sont extrêmement importantes. Le problème, c'est que pour avoir la substantifique moelle de l'information, ce qu'on appelle l'incident data, on est obligé d'avoir des millions d'euros data. Et donc, quels que soient les éditeurs, c'est un peu compliqué. Encore plus quand on est dans un environnement multibastion. Nous, on rencontre beaucoup de clients qui ont, par exemple, en France, du CyberArk comme coffre-fort à mot de passe et du Walix pour la gestion des accès externes ou autres produits. Et donc, quand on a une population mixte de bastions, c'est assez compliqué. Et donc, une des solutions, on avait travaillé notamment avec Atos dans le cadre d'un projet, d'un besoin d'un industriel, c'était de se dire, dans le fond, on va envoyer tous les logs d'un bastion dans les SIEM. Alors, un bastion, c'est extrêmement verbeux. Donc, c'est vraiment une multitude d'informations. Et comme il y a trop d'informations, on est obligé de mettre une couche d'abstraction d'intelligence artificielle pour donner aux analystes SOC la capacité, ne serait-ce que produire les KPIs, ou d'avoir les informations. Donc Cybernova, nous sommes une filiale, en fait, la filiale allemande d'un très gros intégrateur de Walix, et nous on a été confrontés à ce problème chez des très gros clients, notamment pour ne pas le citer chez Gazprom. Alors Gazprom, pour information, c'est le gazier russe, et ils ont le contrat du siècle puisque c'est eux qui fournissent le gaz en Chine. Et donc c'est un système de vannes qui fait plusieurs milliers de kilomètres, et vous avez une vanne tous les kilomètres. Cette vanne, c'est une adresse IP. Si jamais le gaz est coupé dans le contrat entre la Russie et la Chine, c'est la guerre nucléaire entre les deux pays. Donc vous imaginez la tension qui s'assure sur cette infrastructure. Et donc l'idée, c'est aujourd'hui, on a développé une couche d'abstraction, donc qu'on appelle une appliance virtuelle, qui va récupérer tous les raw data, donc toutes les logs en parsing automatique, et ça je reviendrai dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très important, de manière agnostique par rapport aux bastions, pour ne fournir sur le SIEM que la partie incident data. Donc permettre effectivement à l'analyse de toujours avoir cette capacité d'avoir le détail de l'information, mais surtout aussi de ne faire une corrélation au niveau du SIEM que sur des incidents qui sont déjà préqualifiés, que ce soit sur des incidents bruts, c'est-à-dire une violation de sécurité, ou sur ce qu'on appelle le user behavior, c'est-à-dire la dégradation dans le temps d'un indice de confiance lié à certaines anomalies d'usage du bastion. Donc, les premières fonctions qui sont apportées, donc c'est les fonctions de reporting. Alors, fonctions de reporting, pourquoi? Parce qu'en fait, nos chers éditeurs, ils ont une petite lacune, c'est que quand ils font une version ascendante, ils ne font pas le même parsing de log.
et ça c'est valable aussi, quel que soit l'éditeur. Ça veut dire que c'est déjà très compliqué, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une intégration dans un SIEM, il faut revérifier. Pour preuve, hein, sur Walix, c'est que ce soit la 6, la 7, la 8, il faut refaire l'intégration à chaque fois. Et donc, c'est assez casse-pied. Quand on a un environnement multi-éditeur, je vous passe la complexité d'aller faire le parsing de ces logs. Et donc, là, le premier avantage, c'est cette capacité d'intégrer automatiquement les versions, quels que soient les éditeurs. La deuxième point, ça va être de profiler des utilisateurs à privilège, alors donnant un degré de confiance et en fonction de détecteurs d'anomalies que je vais présenter par la suite, on va pouvoir effectivement faire du comportemental et détecter des anomalies liées à une mauvaise utilisation du bastion. Donc des exemples, aujourd'hui le gouvernement de Berlin, hein, donc c'était même problématique. Hein, au départ, on a développé ce produit vraiment pour des environnements assez volumineux qui étaient surtout multibastions. Parce que le problème, c'est que le temps d'analyse de chaque bastion est absolument, est déjà très lourd, très très complexe. Donc quand on en a plusieurs, ça veut dire que c'est pratiquement une personne à temps plein, ne serait-ce que d'aller chercher l'information. Donc là, l'idée, c'est que vraiment de pouvoir agréger ces informations multibastions simplifie largement la vie. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas forcément aussi large que le gouvernement, que Gazprom ou que le gouvernement allemand. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un client moyen, il a à peu près, on va dire, une quarantaine d'utilisateurs à privilège, 200 serveurs, 20 000 comptes à privilège. Donc on s'aperçoit tout de suite de la problématique du nombre de comptes à privilège et celle qui bloque, qui complexifie la solution au sens du reporting, de l'analyse et des productions du KPIs. Alors, comme on est dans un atelier technique, je vais faire une brève démo PowerPoint, je vous rassure. Je ne fais pas une démo technique, d'abord je serais bien incapable, mais une démo du concept. Et surtout après, je laisserai la parole à la grande valeur de Jean-Baptiste Voron, qui est le CTO Atos France, et qui vous fera un retour d'expérience d'usage de la solution, dans comment ils inscrivent ça dans la chaîne globale. Donc le premier, c'est le rêve de tout administrateur, c'est la capacité de reporting. Reporting, c'est-à-dire la capacité de dire je fais du tri multi-usage et multi-critères. Je veux savoir qui fait quoi sur quelles ressources. Je veux savoir qui a passé de commande sur la globalité de l'infrastructure. Donc voilà, on prend tous les critères possibles sur une période temporelle, sur une plage. Et encore une fois, pour pouvoir permettre de séparer, donc soit dans une notion de diagnostic, soit dans une notion de production automatique de mes KPIs sur des fréquences données avec tous les critères de tri possibles. Donc deux objectifs, je répète. Le premier, je fournis mes KPI automatiquement, donc j'ai mon rapport PDF qui fournit tous les mois. Ou la deuxième, je suis dans le forensic, je fais une analyse précise de dire tiens, mais c'est surprenant parce que là, je ne sais pas qui accède sur ce serveur ou tel compte à privilège. Et donc, je vais avoir tout l'historique de qui s'est connecté, etc. On a en plus la capacité d'aller se loguer, par exemple, sur les API REST des éditeurs, ce qui permet que depuis le système de reporting, on peut accéder directement à l'enregistrement de la session si vous avez un module de type PSM, par exemple sur le bastion Walix. Alors la deuxième partie, au-delà du reporting, c'est la détection des anomalies. Donc on a aujourd'hui 25 détecteurs d'anomalies et chaque détecteur d'anomalie est paramétrable. Il est paramétrable sur quoi? Sur son poids. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que c'est plus ou moins important. Typiquement, moi, dans mon infrastructure, j'estime que faire du remote jump, c'est absolument interdit pour la partie externe. Donc, je catégorise externe par rapport à interne, d'accord? Et je vais catégoriser le poids, c'est-à-dire que le détecteur remote jump sur la partie interne, il sera à 0. Et par contre, le remote jump sur la partie externe, il sera à 2 parce qu'il sera la partie la plus importante. Et donc, je définis une sévérité sur chacun de ces détecteurs d'anomalies. Et toutes les sessions, sur tous les bastions, toutes les logs identifiés des sessions vont être comparés à ces détecteurs d'anomalies, ce qui va permettre effectivement de me donner un indice de confiance dans le temps et, encore une fois, soit des franchissements de seuil liés à une alarme critique. Typiquement, effectivement, j'ai un admin externe qui commence à faire du jump server, du remote jump, etc. Donc là, je suis dans une alarme brute. Ou, effectivement, j'ai une dégradation. J'ai une personne qui en est à sa 6e violation d'identification. 6e,
dans une même heure, ça fait un peu beaucoup. Donc soit il est complètement, enfin il a un problème de santé, soit ça ressemble quand même quelque part à une violation d'identité. Donc ça vaut le coup que je m'en occupe. Et donc à chaque fois, on a les reporting automatiques associés des incidents. Alors typiquement, là on a sur effectivement une authentication failure. La sévérité, c'est vous qui la définissez. Encore une fois, pour un groupe, je prends toujours cet exemple, hein, l'authentification failure quand c'est des admins internes, c'est pas très grave, on s'en fout, etc. Par contre, dès que c'est des prestataires externes, là c'est chaud. C'est chaud parce que ça veut dire que soit vous avez effectivement une session groupée, vous avez quelqu'un qui aujourd'hui, vous êtes proche d'une violation d'identité, et donc là on est clair que ça peut être un incident grave de cybersécurité. Donc la personne, on la profile dans le temps. On part d'un indice de confiance. Typiquement, on donne un niveau de confiance qu'on positionne à 700. Et puis, en fonction, dans l'usage, on va avoir une dégradation de cet indice de confiance qui est liée au nombre d'anomalies qui ont été détectées sur son profil. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, ça va permettre d'aller de manière assez fine sur un individu particulier et de voir que dans le temps, il y a un usage anormal de sa fonction. Et donc de pouvoir soit dire, en fait c'est moi qui ai défini des filtres trop sensibles, ou inversement, je dois me prioriser sur l'action de tel ou tel administrateur, parce que franchement, son indice de confiance est descendu trop bas. Donc à chaque fois, encore une fois, ce qu'on appelle tweaker, c'est-à-dire la nifion des alarmes, les classes, les groupes, etc., tout ça est complètement paramétrable pour pouvoir avoir en général, on a toujours deux phases. Quand on démarre un déploiement, on a l'indice de confiance qui descend assez rapidement et dans le temps, on reparamètre les niveaux et les seuils pour pouvoir avoir quelque chose qui est plus cohérent par rapport à ça. Voilà, donc assez rapidement, donc on est vraiment un compagnon idéal du Bastion. Encore une fois, hein, sur ces deux actions, l'action de production des KPIs, qui visiblement, notamment dans l'environnement Wallix, est parfois assez compliqué. Et dès qu'on les distribue, c'est encore plus compliqué. Et la deuxième chose, c'est vraiment de comprendre le comportement des utilisateurs et d'avoir un meilleur encadrement des solutions de PAM. Bon, je ne vais pas reprendre tous les points, je pense qu'on les a largement discutés. Donc ce que je vous propose, à moins qu'il y ait des questions, c'est de laisser la parole à Jean-Baptiste, qui est le CTO cybersécurité d'Atos France, et qui va vous présenter. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on prend directement JB ? Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'occupe de la partie CTO chez Atos France en cybersécurité et chez Atos, on a une très grosse practice qui délivre des projets, l'intégration de projets de Bastion, multi-technologie, multi-éditeurs, et on en fait une dizaine par an. Ça représente une équipe aujourd'hui de plus de 20 personnes qui est responsable de l'intégration de ces solutions-là, et ça représente aussi une vingtaine de personnes sur l'opération de ces solutions-là. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on délivre une solution de Bastion chez nos clients, on peut être amené à délivrer la prestation à 3 niveaux de maturité différents. Le premier niveau de maturité, c'est on pose le Bastion, on l'installe, on accoste les différentes ressources et on le met en route, on s'occupe des flux et le projet se termine. Un deuxième niveau de maturité qui consiste à organiser un transfert de compétences, une conduite du changement pour que le Bastion soit réellement utilisé par nos clients. On voit aussi beaucoup d'entreprises qui installent des bastions et qui ne l'utilisent pas parce que c'est hyper contraignant. Donc, le deuxième niveau de maturité, c'est une fois que j'ai un bastion, c'est faire en sorte que mes collaborateurs l'utilisent. Mais le troisième niveau de maturité, c'est bien la cible qu'on cherche à atteindre. C'est que ce bastion-là, il contribue à la stratégie de cybersécurité de l'entreprise. Et que ce bastion-là, il soit non pas un frein aux opérations, mais réellement une aide dans la protection quotidienne et dans le contrôle des utilisateurs à privilège. Et quand on parle de stratégie d'implémentation, d'exécution de la stratégie cybersécurité, on parle réellement d'opération de service manager autour du bastion. Et service manager de bastion, c'est pas simplement de faire en sorte que le bastion il est up and running, mais c'est de faire en sorte que chaque utilisateur puisse disposer des droits qui lui sont nécessaires et surtout qu'on puisse détecter toutes les déviations comportementales, toutes les alertes et tous les incidents de sécurité et qu'on s'inscrive dans un processus classique de suivi et de tracking de ces incidents. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire
quand on consomme de la technologie simple, Walix, CyberArk, Ticotic, c'est très compliqué. Dominique l'a expliqué en raison du volume de log, de la verbosité, des formats changeants. C'est extrêmement compliqué de le faire. Et donc, évidemment, il y a 2-3 ans, on s'était posé la question de savoir est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes. StackELK, on y va, on écrit les parseurs nous-mêmes et puis on regarde ce qui se passe. Et on a flashé un temps incroyable à développer toute cette usine à gaz pour finalement être complètement dépendant des évolutions de version des différents éditeurs et pour avoir globalement à tout reconstruire à chaque fois qu'on avait un nouveau client. Donc, ce service manager, ces opérations, cette interconnexion avec le SOC, cette capacité derrière de faire de l'orchestration, parce qu'on a de plus en plus de clients qui disposent maintenant de SOAR et qui se disent mais moi j'aimerais bien que mon bastion soit connecté à mon SOAR, j'aimerais bien pouvoir déclencher des opérations de blocage d'un utilisateur, d'extraction d'éléments de preuve automatiquement, tout ça piloté soit par de la TI, soit par d'autres éléments. Et bien ça, si vous avez juste le bastion, il va vous manquer quelque chose. Alors vous pouvez occuper une équipe de geeks de 3 personnes pendant une année pour développer tous les connecteurs, ou vous pouvez utiliser des solutions comme Cybernova. En fait, nous, le problème, il est devenu... jusqu'à présent, on disait c'est le problème de nos clients. Et puis, nous, ça occupait des équipes de geeks chez nous, Atos, et puis on faisait le développement quand notre client en avait besoin. Et puis, à un moment, on est devenu nous-mêmes opérateurs des solutions de bastion en as a service pour certains grands clients et des clients ministériels. Et on s'est retrouvé donc à opérer des plateformes de bastion, et notamment des plateformes de bastion Walix, dans un cloud chez OVH, et à servir comme ça plusieurs dizaines de clients, plusieurs centaines d'utilisateurs sur des périmètres hyper variables. Et là, on s'est retrouvé confronté au problème de nos clients, c'est-à-dire produire des rapports, être capable de répondre rapidement à des questions opérationnelles, qui s'est connecté où, quand, alors qu'on a des dizaines de bastions en production. Et là, on s'est dit, on n'a pas le choix, on ne peut plus faire du bidouillage, on est obligé de s'appuyer sur des solutions qui sont des solutions expertes, comme Cybernova. Donc cette solution de bastion as a service que nous on délivre chez Atos, c'est une solution qui doit être disponible en permanence, puisque c'est une solution qui contribue au PCA de nos plateaux d'infogérance, chez nos clients ministériels notamment. Donc il faut qu'elle soit en permanence disponible, et surtout il faut qu'elle s'inscrive dans un cadre réglementaire qui se rapproche de plus en plus du cadre réglementaire PAMS. Donc on a besoin de pouvoir produire énormément d'éléments d'information, d'éléments de preuve dans un temps très court, avec un haut niveau de confiance. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas d'autre façon de le faire qu'en utilisant Cybernova. D'un point de vue retour d'expérience, c'est-à-dire on a constaté aujourd'hui, nous on a pu réduire de moitié l'équipe qui opère cette solution-là. Donc avant Cybernova, on avait 5 personnes qui étaient dédiées à l'opération de cette solution. Maintenant qu'on a Cybernova, c'est 1 personne, 2 personnes, bientôt 1 seule personne sur l'opération de la solution. Et on est capable de répondre à des questions qui semblent très simples, comme à quelle heure cette personne-là s'est connectée sur telle ressource. Ça, c'est une question qui semble très simple. Quand on a une seule instance de bastion, c'est très simple de répondre à cette question. Quand on en a 10, c'est extrêmement compliqué. Il faut pouvoir se connecter sur chacun des 10 et vérifier que les sessions, bastion par bastion, à quel moment les sessions étaient ouvertes, à quel moment les sessions étaient fermées. Et ça, Cybernova nous simplifie énormément la tâche. Et donc aujourd'hui, on a des capacités de traitement de tickets de production, mais aussi de sécurité, avec des temps de traitement inférieurs à 1 heure. Et ça a réellement changé aussi notre relation avec nos clients finaux qui consomment cette plateforme en permanence. Donc nous, c'est-à-dire que quand on est devant la solution, ça c'est le vrai retour d'expérience, on se dit c'est tellement simple que quelqu'un aurait dû le faire avant. Parce que c'est vraiment le chaînon manquant entre un élément technique bastion, un élément de sécurité hyper essentiel dans la protection des utilisateurs à privilège, de l'activité des utilisateurs à privilège, et finalement les questions que se posent les RSSI, les DSI ou les responsables de prod tous les jours. Et c'est vrai que ce bastion-là, nous on le constatait quand on le délivrait chez nos clients, sur le papier ça semblait être magnifique, et finalement en opération c'était quelque chose d'extrêmement complexe à maîtriser, et surtout c'était un élément de sécurité extrêmement énergivore. Nos clients n'avaient pas prévu d'avoir autant d'équipes de run, n'avaient pas prévu d'avoir autant d'incidents de prod avec le bastion, n'avaient pas prévu grand-chose. Et donc finalement, l'expérience était globalement négative.
Et Cybernova, c'est une brique qui permet de contribuer à l'industrialisation de la solution de sécurité. C'est une solution qui va vous permettre en tout cas nous qui nous a permis de faire la transition entre l'objet de sécurité qui est le bastion à un complément de la chaîne de production. Et ça, c'est franchement quelque chose qui amène beaucoup de valeur aujourd'hui dans la façon dont on délivre cette chaîne qui est compliquée, qui est multitechnologie. Et on ne pouvait pas se permettre d'avoir quelque chose de bancal au milieu, et Cybernova nous a permis d'avoir quelque chose de solide. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Dominique, si tu veux rajouter quelque chose. Et là pour prendre vos questions. Alors, oui, si vous avez des questions, je fais passer le micro. Est-ce que quelqu'un dans la salle souhaiterait intervenir? Oui, bonjour. Nous avons des clients qui ont une exigence réglementaire de fournir aux clients les traces des administrateurs sur les environnements de production. Est-ce que l'outil est adapté pour fournir des traces à nos clients? Alors, encore une fois, nous, on exploite les logs. Donc, si les logs sont disponibles, ce que vous appelez les traces, d'accord, elles seront formatables. De toute façon, elles existent aujourd'hui au niveau des logs. Et là, l'avantage, c'est que vous pourrez produire automatiquement le reporting de l'environnement que vous souhaitez. Donc, soit globalement, soit limité à un environnement. Enfin, je prends un cas de figure. Admettons que vous ayez deux bastions, un bastion d'admin et un bastion de dev. D'accord, vous allez prendre uniquement la partie admin de prod et définir la période et vous aurez votre rapport automatique de toutes les traces. Après, le stockage des sessions, d'accord, ça reste toujours dans le bastion ou dans votre SIEM. J'ai répondu à votre question. Dominique, le point, c'est que vous allez aller très vite pour trouver ces traces. En fait, c'est très compliqué de trouver les traces d'un utilisateur. Un utilisateur, un administrateur, toute la journée, il travaille sur des assets de prod, et quand vous allez demander d'extraire les traces, il va falloir dire c'est les traces entre telle heure et telle heure sur cet ensemble d'assets, et potentiellement même de sortir les quelques groupes de commandes qui ont été tapés. Et ça, avec en accès direct sur des bastions, ça peut être très compliqué en fait de faire passer ces requêtes-là. Et avec Cybernova, vous allez tout de suite cibler le bastion, les zones, les entrepôts dans lesquels sont stockés ces logs, et vous allez pouvoir les extraire très rapidement. Et dans le cas où une personne se connecte via le bastion sur un serveur TSE par exemple, puis fait du rebond vers d'autres serveurs, qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité de trace par rapport à cela? Alors, la même trace, encore une fois, que le log du bastion, en fonction de la marque du bastion. C'est-à-dire que si c'est détectable par le bastion, s'il y a un remote jump, etc., nous, on le verra en interprétation de la log associée. Mais on ne vient pas en plus des logs du bastion. C'est-à-dire que s'il y a une lacune dans l'éditeur, on ne peut pas la combler, puisque nous, on ne fait que interpréter les logs. Est-ce que je veux dire. Par contre, comme le dit Jean-Baptiste, ce qui est intéressant, par exemple, on a le cas d'un gros industriel, on va dire près de Clermont-Ferrand, pour ne pas les citer. Eux, ils ont un problème, c'est que les mêmes admins ils peuvent avoir des mêmes admins qui vont sur des serveurs de dev ou qui vont des serveurs de brevets ou des serveurs de prod, etc. Et bien évidemment, eux, la sensibilité par rapport aux cibles n'est pas les mêmes. Donc, de garder les traces d'action. Et donc, ils avaient une personne à temps plein qui ne faisait que regarder dans les vidéos des actions des serveurs, enfin sur les cibles. Alors que maintenant, ils ont automatiquement leur reporting. Donc, cette personne-là, maintenant, elle travaille sur de l'intelligence, entre guillemets. Et elle nous bénit tous les jours parce qu'elle fait un travail beaucoup plus intelligent, je vais dire, que de regarder de manière assez pénible les sessions des vidéos de connexion sur les serveurs de brevets. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Merci. Merci beaucoup en tout cas, et puis bonne soirée dans un Lille bien chaud.